Alors à ce moment-là, la France domine, on peut le dire, sans partage l'ouest du continent. D'abord l'Empire français lui-même, qui va jusqu'à la rive gauche du Rhin, un petit peu déjà en Italie, mais bien plus tard. Le Royaume d'Italie est un État satellite. L'Espagne est un allié qui ne peut pas faire autrement que de rester dans le rang français. La Hollande est une république sœur encore pour quelques mois, avant de devenir un royaume gouverné par Louis Bonaparte. La Suisse est une sorte de protectorat. Donc on voit le côté ouest du continent est entièrement verrouillé par les Français. À l'Est, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de puissance dominante. Il y a bien sûr de grandes puissances, ou de moyennes puissances européennes, l'Empire d'Autriche, évidemment, la Prusse, la Russie, et puis une espèce de magma allemand, qui est encore le Saint-Empire romain germanique, mais qui est en train de mourir de sa belle mort, et puis complètement au sud de l'Europe, l'Empire ottoman, qui est déjà 50 ans avant que l'expression soit inventée, l'homme malade de l'Europe. Et ces puissances, en réalité, ne s'entendent pas sur grand-chose. Et notamment pas, d'ailleurs, sur le danger que pourrait représenter l'avancée des Français. Les Autrichiens veulent garder leurs morceaux de Pologne, les Prussiens voudraient bien mettre la main sur le Hanovre, les Russes voudraient bien accéder à la Méditerranée en prenant les morceaux européens de l'Empire ottoman. Et puis, tout le monde a intérêt à ce que l'Allemagne reste dans l'état où elle est à ce moment-là, en attendant que la situation se décante. Et finalement, le seul intérêt commun se situe plutôt là, au centre de l'Europe, sur l'Allemagne, pour éviter que cette Allemagne bascule dans le camp de la France. Oui, les autres empires craignent l'invasion, mais aussi parce que ce sont des empires qui sont moins solides, qui sont moins compacts, qui sont moins unis en quelque sorte que ne l'est à ce moment-là l'Empire français. L'Autriche, c'est déjà une mosaïque de peuples, c'est déjà des Hongrois, des Tchèques, et bien sûr des Autrichiens, des Balkaniques et ainsi de suite. La Prusse, à ce moment-là, c'est un tout petit pays qui essaie de s'étendre, et donc forcément en s'étendant, elle annexe des populations ou des territoires qui ne sont pas très cohérents avec elle. Les Russes se présentent en Europe alors que, après tout, l'Europe entière n'a rien à faire des Russes à ce moment-là. Et pourtant, depuis Pierre le Grand, les Russes veulent vraiment être européens. La Russie entre en guerre pour des raisons qui sont des raisons idéologiques probablement. Il y a un fort parti anti-révolutionnaire autour du tsar, mais aussi n'oublions jamais l'action de la diplomatie et de l'argent anglais dans cette affaire. Le tsar Paul Ier a été assassiné par des Russes, c'est vrai, mais la conspiration a été entièrement financée par l'ambassadeur d'Angleterre de l'époque. Il y a autour du tsar tout un parti que moi j'appelle le parti anglais, mais qu'on n'appellerait pas comme ça, c'est le parti de la guerre, disons, du côté des Russes, qui ne supporte pas ce parvenu, ce Bonaparte qui est arrivé au pouvoir et qui prétend être, lui, une sorte de monarque légitime. Les Romanov, qui eux-mêmes ont une légitimité assez récente et assez ténue, ne supportent pas l'irruption de cet homme-là. On lui reproche l'exécution du duc d'Enghien, on lui reproche toute une série d'exactions qui auraient été commises par l'armée française dans tel ou tel territoire apparenté à la famille des Romanov. Les Russes, en fait, interviennent à ce moment-là contre l'idéologie de la Révolution, c'est vrai, un peu pour soutenir l'Angleterre, et puis aussi pour soutenir leur projet stratégique séculaire, c'est-à-dire devenir une puissance européenne, s'installer encore plus en Pologne, s'installer dans les territoires européens de l'Empire ottoman, et avoir un accès à la Méditerranée, qui est un vieux projet russe que Catherine la Grande avait déjà essayé de mettre en œuvre. Alors, en face de ces puissances diverses et disparates, on a un pays qui est beaucoup plus uni, la France, la vieille France, hein, qui a déjà 1000 ans, qui est beaucoup plus unie, qui est compacte, qui dispose d'une armée de conscription, d'une armée nationale, qui marche ensemble depuis une dizaine d'années, même un peu plus d'une dizaine d'années pour conquérir l'Europe. Et c'est vrai que pour les puissances, il y a aussi un moment où il va falloir arrêter cette expansion de la puissance unitaire qu'est la France. Évidemment, arrêter l'expansion, c'est frapper à la tête, donc c'est se débarrasser d'abord de Napoléon. L'Angleterre et la France sont deux grands rivaux en Europe, et on peut le dire jusqu'au milieu du XXe siècle. La France et l'Angleterre sont en guerre presque sans discontinuer depuis la guerre de la Ligue d'Augsbourg, à la fin du règne de Louis XIV, et cette guerre ne va s'achever qu'en 1815, donc c'est pratiquement une deuxième guerre de 100 ans. Sur fond de cette guerre, il y a deux conceptions de l'Europe.
la conception anglaise, qui est ce qu'ils appellent la conception de l'équilibre européen, c'est-à-dire en fait les puissances se neutralisent, comme ça l'Angleterre peut dominer les mers et faire son commerce, et puis la conception, je dirais, continentale, qui est de dire il y a un système en Europe qui fonctionne autour d'une ou deux grandes puissances et qui permet de conserver, disons, un marché intérieur pour simplifier. L'Angleterre a besoin de la guerre en 1805, elle a besoin d'une guerre continentale parce que la Grande Armée est massée sur les côtes de la Manche et puis menace de passer en Angleterre. Les Anglais croient vraiment à cette menace, c'est-à-dire qu'ils s'équipent pour essayer d'y résister, mais ils savent très bien que si les Français passent la Manche, ils seront battus. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour amener le conflit au centre de l'Europe. Et pour ce faire, il déploie une diplomatie extrêmement habile. La preuve, c'est d'ailleurs qu'une coalition va se former. Et puis surtout, il dépense beaucoup d'argent. Alors, il dépense beaucoup d'argent qu'ils possèdent, mais il dépense aussi beaucoup d'argent qu'ils empruntent. On pense que l'Angleterre a emprunté entre 1792 et 1815 entre 10 et 20 fois la masse monétaire mondiale. Ce qui prouve bien d'abord qu'on lui prêtait parce qu'on avait confiance en elle, et puis ça montre aussi que les Anglais étaient prêts à mettre leur système en péril pour provoquer cette guerre au centre du continent. Et finalement, ils vont y réussir une première fois en 1805, mais on le sait, la chaîne des coalitions va durer jusqu'en 1813, au moment où, cette fois-ci, toute l'Europe réussira à se fédérer contre Napoléon. 1805, Napoléon, qui est empereur depuis quelques mois, ou disons un an si on part du 18 mai, en 1805, donc Napoléon n'est pas aussi assis qu'on pourrait le croire. L'Empire n'est pas encore très solide. D'abord, il traverse une grave crise économique, une crise financière. D'ailleurs, pendant la campagne d'Austerlitz, le ministre du Trésor demandera à Napoléon de rentrer pour rassurer les marchés, en quelque sorte. L'économie vient de déraper, et puis il y a tout autour de lui des gens qui se disent, après tout, cet empire, il va peut-être pas durer plus longtemps qu'ont duré les autres régimes de la Révolution, et donc il n'est vraiment pas assis, et il a absolument besoin de gagner la bataille. 500 000 hommes marchent les uns vers les autres pour se battre, dans une des guerres les plus importantes depuis le début de la Révolution, parce que cette fois-ci, on a affaire à des armées qui sont très entraînées, comme l'armée française, très décidées, très nombreuses, comme pour la première fois les Russes, très nombreux dans l'ouest du continent, et les Autrichiens qui mettent enfin, si l'on peut dire, de grands moyens dans une guerre contre la France. À bien des égards, cette lutte est une lutte de deux conceptions de l'Europe, de deux conceptions des sociétés en quelque sorte. D'abord sur le plan militaire, on a d'un côté une armée de conscription qui est l'armée française, donc où toute la nation est censée participer à l'effort militaire. De l'autre côté, on reste quand même dans des armées qui sont plutôt des armées de métier ou de mercenaires, de volontaires, disons en tout cas dans la plupart des cas. Et puis c'est aussi une opposition politique, puisque Napoléon reste quand même à ce moment-là l'héritier de la Révolution française, et c'est à ce titre aussi qu'on arrive à mobiliser, je dirais, une masse de soldats, une masse de volontaires contre lui. Alors, après la victoire d'Ulm, il y a un fait diplomatique, je dirais, qui est extrêmement important, c'est un rapport que Talleyrand envoie à Napoléon. Il lui propose d'être un vainqueur magnanime, il lui dit « Vous venez de vaincre l'Autriche, maintenant, soyez magnanime, tendez la main à l'Autriche et faites une grande alliance européenne entre la France et l'Autriche ». Mais Napoléon n'écoute pas Talleyrand à ce moment-là, parce que Napoléon, eh bien, c'est un homme qui avance toujours. C'est un homme dont le système ne fonctionne qu'en mouvement. Et il sait bien que cette fois-ci, pour la première fois, les armées françaises vont pouvoir conquérir Vienne, qu'ils vont pouvoir, faire payer à l'Autriche son alliance avec la Russie, et puis surtout dégager complètement l'horizon dans les affaires allemandes qui sont fondamentales dans cette opération. De même qu'après Ulm, Talleyrand a proposé d'être magnanime avec l'Autriche, il le repropose après la bataille d'Austerlitz, de façon moins nette, il rappelle simplement son premier rapport, mais une nouvelle fois, Napoléon ne veut pas écouter, et il punit l'Autriche sévèrement, il ne la punit pas territorialement pour la France, mais il la punit territorialement pour ses alliés, et puis surtout, politiquement, il lui fait avaler un certain nombre de couleuvres, à commencer par la mort annoncée du Saint-Empire romain germanique, ça veut dire l'exclusion de l'Autriche de l'Allemagne. Pourquoi on appelle cette bataille la bataille d'Austerlitz? Et pourquoi? Oui, mais alors... Il devrait s'appeler la bataille de Pratzen. De Pratzen, etc. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'à Austerlitz, le château d'Austerlitz, c'est le château de Kaunitz, l'ancien chancelier autrichien. Et l'Europe entière
on dit, ah, le petit village d'Austerlitz, dans le film d'Abel Gance, il dit, on va aller là, comment ça s'appelle, Austerlitz? Bon, on va aller là. Pas du tout. Tout le monde sait où est Austerlitz en Europe à ce moment-là, parce que c'est le principal château de la famille Kaunitz. Et le symbole pour Napoléon, c'est de dire, regardez, ce grand ennemi de la France, eh bien moi j'ai remporté la bataille à son château, quoi, en quelque sorte. Et bon, c'est pas prouvé par de la documentation, mais c'est évident que c'est pour ça qu'il a choisi ce nom-là. Que le système napoléonien ne fonctionne qu'en mouvement. Et c'est vrai, il fonctionne qu'en mouvement pour des tas de raisons. Et notamment une raison, mais qu'on n'évoque jamais parce que c'est un sujet qui n'intéresse pas tellement, pour des raisons bêtement économiques. Parce que l'armée, elle pompe 60% du budget de l'État. Et une armée qui reste en France, ben c'est une armée qui pèse 60% du budget de l'État. Et entre 1809 et 1812, il y a une énorme crise économique en France. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de guerre. Et en quelque sorte, mécaniquement, le système, il a besoin de la guerre, parce que, comme dit Napoléon, la guerre paye la guerre. Alors elle ne paye pas complètement, mais le système avance, le système bouge, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, et dès que ça se ralentit, d'ailleurs on voit bien, hein, c'est la crise économique de la fin du consulat, c'est la crise économique du milieu de l'Empire, et c'est une nécessité. Puis lui-même, dans sa tête, il veut tout le temps bouger. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir passé un plat sans se servir. L'exemple type, c'est l'Espagne, quoi. L'Espagne, personne ne lui a jamais demandé d'aller en Espagne. Mais il a vu là une occasion, une opportunité formidable de mettre la main sur l'Espagne, et puis il n'a pas su résister à la tentation. Parce qu'on dit toujours que c'est ses conseillers qui l'ont mal conseillé. Non, c'est lui qui s'est mal informé, et c'est lui qui a mal décidé par rapport à ce problème. C'est pas Talleyrand qui a décidé de la conquête de l'Espagne. Napoléon l'avait décidé bien avant que Talleyrand lui donne un avis positif, hein, en quelque sorte. Donc c'est vraiment l'homme du mouvement. C'est l'homme du mouvement. D'ailleurs, quand il ne bouge plus, c'est ou la crise, comme 1809-1812, ou c'est la mort, comme Sainte-Hélène, quoi. Cet homme ne bouge plus, il meurt. Voilà. Napoléon est légitime tant qu'il veut rester l'empereur de la République. Parce qu'il est un empereur nommé par le Sénat et nommé par le peuple. Hein, puisqu'il y a d'abord le vote du Sénat, puis le plébiscite, le sacre intervient après, mais le sacre c'est déjà, une dérive de la légitimité de Napoléon. Tant qu'il est l'empereur de la Révolution, l'empereur de la République, il est parfaitement légitime, puisque son pouvoir relève du postulat du temps, quoi. C'est-à-dire on est nommé par la nation. Il a été nommé par la nation, représenté par le Sénat, et le plébiscite ensuite. Mais c'est lui-même qui va chercher à se faire une légitimité à l'européenne et style Ancien Régime, avec le sacre évidemment, mais ensuite avec le mariage autrichien, avec l'appel à Charlemagne. Il se prétend à un moment le successeur, enfin pas un moment, il se prétend pendant tout le règne le successeur de Charlemagne, c'est quand même 1000 ans plus tôt, et je dirais que c'est lui-même qui fait que sa légitimité est devenue tellement compliquée qu'elle ne représente plus grand-chose à l'arrivée, si bien qu'il chute par où il est né, puisque c'est le Sénat qui prononce sa déchéance, et donc on voit bien, les juristes appelleraient ça le parallélisme des formes. Les formes sont parfaitement parallèles. Les institutions, elles, n'avaient pas oublié que la légitimité de Napoléon, c'était le vote du Sénat, et c'est pour ça que c'est le Sénat qui vote la déchéance en 1814. Austerlitz est très présente dans la mémoire de tous parce que c'est la bataille parfaite. C'est-à-dire que c'est vraiment la bataille gagnée, c'est la bataille nettement gagnée, et puis c'est la bataille gagnée vraiment par le génie intact de Napoléon, en quelque sorte. Et puis, aujourd'hui, c'est une bataille, et Napoléon est un personnage qui font partie d'une sorte de patrimoine commun de l'Europe. Et ça explique que, lors des commémorations, vous ayez, y compris des représentants, en quelque sorte, des vaincus, qui viennent avec plaisir reconstituer, rencontrer d'autres Européens. Je crois que, par exemple, la non-célébration par la France procède d'une véritable erreur d'appréciation. On a eu une vision courte franco-française, à se dire on va dire que nous essayons, que la grenouille essaie d'être plus grosse que le bœuf. En réalité, nos dirigeants n'ont pas compris que Napoléon est devenu aujourd'hui un sujet européen, avec ses contradictions, avec ses désaccords, avec ses débats. Mais après tout, l'histoire, ce sont des contradictions, des désaccords et des débats, donc il faut les avoir. Quand on commémore Austerlitz, on commémore bien sûr une bataille d'école qui a fait peu de morts, donc qui est finalement qu'on peut commémorer sans arrière-pensée en quelque sorte. Mais je crois que c'est tout Napoléon qu'on commémore, et c'est tout Napoléon que l'Europe commémore, c'est-à-dire le Napoléon qui a
permis l'abolition de la féodalité, qui a permis à l'Europe d'avoir une législation commune, une monnaie presque commune, une langue presque commune, une administration commune et presque une économie commune avec le blocus continental. Et c'est en cela que Napoléon intéresse les Européens, et c'est en cela que Napoléon est aujourd'hui non plus un personnage de l'histoire de France, mais un personnage de l'histoire de l'Europe entière. L'Europe, évidemment, doit beaucoup à Napoléon. Elle lui doit une certaine forme de cohérence, de cohésion. Rappelons-nous quand même que, à son apogée, l'Empire français dominait plus de la moitié du continent, que cette moitié du continent avait la même administration, avait une législation très très proche, le code civil, avait une monnaie quasiment commune, avait une langue commune, et plus seulement les élites, on essayait de faire entrer le français aussi plus bas, si l'on peut dire, avait des échanges économiques avec le blocus continental qui était interne à cette Europe. Idées nouvelles, on réussit par le mérite, pas par la naissance. Rappelons que c'est quand même la législation napoléonienne qui a aboli la féodalité dans pratiquement toute l'Europe, soit par l'intervention directe des Français, soit parce que les autres puissances se sont dit après tout la féodalité n'est plus de mode. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a touché le plus grand nombre dans l'histoire napoléonienne, à défaut que ce soit toujours l'épopée guerrière napoléonienne, qui fait qu'aujourd'hui Napoléon est un personnage européen, de même que Charlemagne est un personnage européen.